Euh, Madame la vice-présidente de Plaine Commune, chère Cathy Bontinck, monsieur le premier adjoint à la maire d'Aubervilliers, cher Pierre Sac, Madame la directrice de l'École nationale des chartes, cher Michel, monsieur le président du CTHS, monsieur le délégué général du CTHS, monsieur le président du comité scientifique du Congrès, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, évidemment, c'est un grand plaisir, très sincèrement, de vous accueillir aujourd'hui au campus Condorcet dans le centre de colloque pour l'ouverture de ce congrès annuel du CTHS. C'est un grand plaisir parce que l'événement qui commence aujourd'hui, qui se poursuivra jusqu'à samedi, est assurément l'un des événements scientifiques les plus marquants que connaîtra le campus Condorcet cette année. Et c'est aussi une manière pour moi de saluer le CTHS dont je mesure l'importance à tous égards intellectuel, historique et l'un des grands fleurons de notre qu'a le plaisir d'accueillir le campus Condorcet en ses murs. De surcroît, outre la qualité intrinsèque des congrès annuels du CTHS, dont la liste est très impressionnante et très fournie, et qui suscite rétrospectivement pour le non-participant que je suis un très grand intérêt. Le thème de cette année est particulièrement parlant et intéressant du point de vue du campus Condorcet. En effet, avec cette thématique des périphéries que vous avez choisie, autour de laquelle vous avez travaillé, et que vous vous apprêtez à travailler dans toutes ces dimensions. J'ai parcouru le programme, il est très impressionnant. Non seulement vous abordez une notion extrêmement riche et qui permet ces approches multiscalaires et multidimensionnaires et interdisciplinaires que vous évoquez initialement dans la déclaration d'intention et l'appel à contribution, mais de surcroît, il est vu depuis le campus Condorcet, vu depuis Aubervilliers, Plaine Commune. En ce lieu, il est extrêmement riche de promesses, et j'ai bien noté qu'une des intentions du congrès était aussi de travailler de manière réflexive sur ce territoire, sur la situation du campus Condorcet et l'effet qu'il peut produire ou qu'il peut coproduire, je préférerais dire, dans ce territoire en grande transformation. C'est-à-dire que je pense que nous avons un très grand intérêt à suivre les recherches, les travaux qui seront ici exposés et dont certainement les acteurs scientifiques du campus Condorcet, mais plus largement les acteurs territoriaux, tireront profit. Du reste, et je me garderai d'aller trop loin dans ces réflexions, du reste, cette notion, et je suis évidemment tout à fait convaincu que cela sera travaillé dans toutes les dimensions, cette notion est aussi riche qu'elle peut être considérée comme problématique. Et pour ma part, j'aime autant me représenter la situation du campus Condorcet comme un haut lieu de recherche académique s'implantant dans un territoire dit de la périphérie, que de me le représenter comme un grand centre académique s'implantant dans un nouveau centre du Grand Paris et dans une vision multipolaire de la métropole du Grand Paris. Ce n'est pas moins intéressant, mais évidemment cela amène immédiatement toute une série de réflexions dont j'ai bien noté qu'elles seront conduites autour de la notion de périphérie, de centralité, décentrement et redéfinition des fonctions et des valeurs de la périphérie. Alors, pour ne pas être plus long, je voudrais simplement dire une chose, c'est que de manière très heureuse et très intéressante et très stimulante, Saint-Denis Plaine Commune, avec l'ensemble des communes de Plaine Commune, mais aussi un certain nombre de partenaires du Grand Paris, présente une candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 et
a fait porter ce projet par l'association Périphérie 2028, ce qui est encore une autre manière, une manière extrêmement intéressante d'emblée par un déplacement et un retravail sémantique de distorsion de la langue, de reprendre et à la fois de transformer complètement la notion de périphérie devenue périphérie. C'est tout un programme qui s'ouvre pour les années à venir pour ce territoire, dans lequel le campus Condorcet s'engage, je l'espère bien, avec la participation active de tous les membres et de tous les acteurs du campus Condorcet. Bref, à tous égards, j'ai bien le sentiment qu'il y a des résonances extrêmement riches, multiples et profondes qui vont se creuser au fur et à mesure de ce congrès autour des réflexions qui vous réunissent cette année. Et au-delà, bien entendu, c'est la promesse certainement d'un ancrage de plus en plus important et du CTHS au sein du campus Condorcet et au sein de son environnement et plus largement donc la promesse d'interaction toujours enrichie entre le campus Condorcet, l'ensemble des acteurs qu'il réunit et les acteurs territoriaux avec lesquels nous avons commencé à travailler, bien travailler, mais ce n'est vraiment que le début d'une aventure. Merci beaucoup et très bienvenue à toutes et tous et excellent congrès. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voici donc au moment d'ouvrir le 146e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques. C'est un rendez-vous annuel important dans l'histoire et dans l'activité du Comité des travaux historiques et scientifiques. L'institution a connu bien des mutations depuis sa fondation par un arrêté du 18 juillet 1834, dédiant son activité à la publication de documents inédits et patrimoniaux sur l'histoire de France, avant d'élargir cette manne à la littérature, la philosophie, les sciences et les arts. À cette fonction, aujourd'hui maintenue, s'ajoutait très vite la nécessité de lui associer les sociétés savantes qui irriguaient la province. Nous sommes porteurs de cette tradition, telle que l'ont inspiré les pères fondateurs du CTHS, venus de différents horizons intellectuels et idéologiques dans les premières années de la monarchie de Juillet, pour diffuser auprès d'une France savante et curieuse les éléments d'une culture largement héritée de l'humanisme et des Lumières, autant, bien sûr, que celles-ci forment une entité. Outre les liens noués avec des centaines de sociétés et les académies locales, l'aide que nous pouvons leur apporter pour leurs archives et leurs éditions, par un bulletin de liaison, par le dictionnaire prosopographique en ligne, La France savante, et le dictionnaire topographique de la France, par le prix remis annuellement à leurs activités en collaboration avec l'Académie des sciences morales et politiques, le Congrès est l'occasion concrète de faire se rencontrer toutes les formes de la recherche, universitaires et érudites, de réunir savants et curieux, enseignants et étudiants de France et de l'étranger. Cette rencontre scientifique est l'un des supports de diffusion des savoirs auxquels nous travaillons sous la tutelle bienveillante de l'École des Chartes. Ce lien institutionnel se traduira dans les mois qui viennent par de nouveaux statuts et par un règlement intérieur, preuve de la capacité d'une institution de service public à s'adapter aux nouveaux enjeux de la recherche et de l'édition. De par la spécialisation de ces 9 sections, le CTHS d'aujourd'hui offre des matériaux propres à construire des raisonnements, des hypothèses, des synthèses, tout ce qui permet d'éclairer la complexité préhistorique, archéologique, historique, ethnologique, anthropologique, géographique, artistique, scientifique et technique. Sources et documents inédits, réédition de textes de référence, édition de la jeune recherche demeurent valorisés. Les supports de ces savoirs sont transformés par la révolution technologique actuelle. Nous devons savoir en tirer le meilleur parti et le succès de nos éditions en ligne sur Open Edition et Percé, en premier lieu les actes des congrès,
les répertoires de la France savante nous y encouragent. Les collaborations nouées avec l'INHA, le CNAM, les rendez-vous de l'histoire, le prix de la recherche et le laboratoire du jeune chercheur, les conférences des mercredis, les journées d'études que nous organisons offrent un panel d'activités propres à s'ouvrir au public le plus large. Le parti que nous saurons tirer de notre installation sur le campus Condorcet, tant pour la collaboration avec les centres de recherche présents sur place que pour les contacts en train d'être noués avec l'enseignement secondaire, prouvera davantage encore l'utilité sociale d'une institution telle que la nôtre, propice à des ambitions collectives raisonnées, tournées vers le bien commun. Un travail collaboratif devrait unir les sections dans les prochaines années pour, sans rien renier des collections en cours, proposer d'autres formules des travaux inédits autour de questions qui font sens pour nos contemporains. Celle des périphéries, qui interroge particulièrement l'aménagement des territoires et l'organisation de la cité-monde, alerte à plus d'un titre nos connaissances et nos consciences dans le moment présent. Le terme de périphérie politique n'a-t-il pas fait son entrée dans le débat électoral français, marqué par une grave crise du contrat social et du vote, autrefois considéré par ses fondateurs comme un élément de la pacification civile? Les marges de l'Union européenne ne sont-elles pas ensanglantées par un conflit qui nie les valeurs de l'humanité et nous rappelle, si besoin était, la fragilité et la conflictualité de la construction historique des frontières, leur porosité lorsque les nécessités de la survie poussent aux migrations? Elles l'ont fait dans toute la longue marche des hominidés, avant même que ne s'écrive l'histoire et que les sociétés ne s'approprient, bornent et défendent des territoires. Rousseau, la Bérénale et combien d'autres ont proposé au siècle des Lumières une lecture philosophique. Le présent congrès interrogera ces processus qui construisent l'affirmation d'identité religieuse, nationale, économique, consumériste, etc. Autant que celles-ci nourrissent en creux une représentation fantasmatique de l'autre. Celui-ci est parfois rapidement confondu avec le barbare au-delà du limès, avec le sauvage inconnu de la Bible. Il est rejeté sur des critères ethniques, confessionnels, sexués, professionnels, longuement élaborés. Ces rejets en disent beaucoup des peurs multiséculaires brouillant les limites entre la réalité de l'espace et de l'humanité vécue, et une compréhension dont la rationalité est détournée par les récits, depuis leur relation ou leur transfiguration par les contes et les légendes, jusqu'aux nouvelles falsifiées, aujourd'hui diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Il nous revient d'appréhender les rapports de domination ainsi construits ou préservés. Ils ont compté dans la construction de la colonisation comme dans les causes de la décolonisation. Ils comptent pour beaucoup dans les hiérarchies sociales, les modèles économiques, les conflits contemporains de toute nature. Cette histoire politique et culturelle est donc à l'évidence indissociable de celle des exclusions, des marginalités subies ou choisies. Autant de questions que n'ignore ni la banlieue immédiate de la capitale française dans laquelle nous sommes réunis, ni les campagnes auxquelles s'intéresse notamment l'ethnologie depuis ses balbutiements au XVIIIe siècle. C'est dire combien la palette de sciences humaines et sociales ici réunies aura à cœur d'offrir le grand nuancier que nécessite la peinture de nos sociétés et la perspective qui nous permet de les inscrire dans l'histoire et de les projeter vers l'avenir. Rendre compte de cette complexité est l'honneur de l'esprit et de la raison, n'en déplaise aux simples d'esprit, aux obsessionnels de la violence qui s'ingénient, ici comme ailleurs, à détruire les moyens de la connaissance. Il me revient, pour conclure, de remercier celles et ceux qui ont permis de nous retrouver aujourd'hui. Rien des rencontres que nous inaugurons n'aurait pu se faire sans l'activité continue et dévouée de l'équipe permanente du CTHS, au premier rang de laquelle Francine Fourmeau, en charge des congrès, et Christophe Marion, délégué général du CTHS. Sans Pierre Zambry, professeur des universités,
à l'université Gustave Eiffel, vice-président de la section Sciences géographiques et environnement et président scientifique de ce congrès. Rien ne nous réunirait non plus sans la confiance des partenaires qui ont accompagné cette aventure. Michel Boubenitschek, directrice de l'école des Chartes. Jean-François Ballaudet, président du campus Condorcet. Cathy Bontinck, vice-présidente de Pleine Commune et première adjointe du maire de Saint-Denis. Pierre Sac, premier adjoint de la mairie d'Aubervilliers. Emmanuel Bélanger, directeur du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Bénédicte Madelin, directrice de l'association Profession Banlieue, et Patrick Braouzek, ancien président de Pleine Commune et vice-président de la métropole du Grand Paris. À tous, j'adresse mes plus vifs remerciements et à tous, je souhaite le meilleur congrès qui soit. Monsieur le Président du Campus Condorcet, cher Jean-François, qui nous accueillait aujourd'hui dans ces très beaux locaux du centre de colloque, Monsieur le Président du Comité des travaux historiques et scientifiques, cher Philippe Bourdin, Monsieur le Délégué général du Comité des travaux historiques et scientifiques, cher Christophe Marion, Madame la Vice-présidente de Pleine Commune, Monsieur le Premier adjoint de la mairie d'Aubervilliers, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est une joie d'ouvrir aujourd'hui avec vous au Campus Condorcet le 146e congrès national des sociétés historiques et scientifiques qui est pour cette année, on vient de le dire, consacré au thème des périphéries. Comme le montre bien l'argumentaire déployé à l'occasion du colloque, le thème choisi qui permet de croiser les approches, certes tout d'abord spatiales, temporelles, mais aussi politiques, institutionnelles et sociales, est particulièrement à même de fédérer les réflexions et les recherches sur le long terme des différentes sections du comité des travaux historiques et scientifiques, en même temps qu'il constitue sans nul doute, vous me permettrez cette constatation, un thème d'actualité. En ces temps électoraux pour notre pays, le sentiment qu'ont certains de nos concitoyens de faire partie ou non d'un centre ou au contraire d'un territoire perçu, ressenti comme périphérique, n'explique-t-il pas en effet, au moins en partie, les résultats des dernières élections? En historienne persuadée que les enseignements du passé ne relèvent pas que de l'érudition, mais permettent également de mieux saisir et d'éclairer le présent de nos sociétés, je voudrais souligner à quel point, sur un thème aussi multiscalaire et pluridisciplinaire que celui qui vient d'être choisi pour le congrès, le regard affûté des spécialistes, qu'ils soient géographes, historiens, économistes ou sociologues, entre autres, promenés sur le temps long de l'histoire de notre civilisation et de celles qui l'ont précédée, me paraît être à même de fournir, sinon des clés d'explication, du moins quelques perspectives d'analyse comparée fort précieuses. À cet égard, le thème choisi pour ce 146e congrès rejoint également parfaitement, je crois, ce qui est la définition même de l'établissement public Campus Condorcet. Son président, Jean-François Ballaudet, le dirait sans nul doute beaucoup mieux que je ne saurais le faire, mais il est bon, je crois, de rappeler quelle est la mission du campus, faire dialoguer, coopérer entre elles les sciences humaines et sociales. Et il me semble que le thème choisi aujourd'hui, demain, après-demain, pour ce congrès et son vaste programme, illustre bien, particulièrement bien, cette ambition, qui est celle du campus Condorcet. L'organisation du Congrès national des sociétés historiques et scientifiques est l'une des missions essentielles, on vient de le rappeler, Philippe Bourdin vient de le rappeler, depuis sa création du comité des travaux historiques et scientifiques, trouve donc particulièrement bien sa place au sein du campus, et d'autant que le comité, plus globalement l'École nationale des chartes et son laboratoire de recherche, le centre Jean Mabillon, sont désormais bel et bien implantés sur le campus, l'école ayant été de surcroît et demeurant, nous en sommes fiers, membre fondateur du campus Condorcet. La stratégie qui est celle de l'École nationale des chartes s'articule en effet autour d'un projet global d'établissement qui associe étroitement à son activité les instituts rattachés que constitue le comité des travaux historiques et scientifiques d'une part,
et l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Paris, l'URFIS de Paris d'autre part. C'est ainsi de manière concertée et commune que ces trois institutions répondent aux appels à projets en matière de recherche, de valorisation de la recherche et d'édition, qui sont ceux notamment du campus Condorcet. J'en veux pour preuve quelques beaux exemples, certains viennent d'être cités. La réponse de l'école et du CTHS aux appels à projets spécifiques du campus, les ateliers du campus Condorcet, notamment à travers les beaux projets France Savante et Dictionnaire topographique, ou encore la réponse toute récente à l'appel à projet du PIA 4, réponse du campus intitulée Crossings, récemment déposée autour du numérique et des éditions, en particulier à laquelle l'école a également participé. Cette implantation de notre établissement, donc sur le campus, dans le bâtiment de recherche Nord, dans des locaux dédiés et plus vastes et plus confortables que ceux notamment de l'ancien site de Vanves, permet d'envisager, je crois, avec optimisme l'avenir, notamment en matière de recherche. L'un des principaux axes de développement du campus Condorcet, ça a été dit également, celui du numérique, des humanités numériques. Et donc sur ce plan, dans ce domaine, le comité des travaux historiques et scientifiques, comme le centre Jean Mabillon, donc laboratoire de recherche de l'École des Chartes, y ont toute leur place, aux côtés d'institutions prestigieuses comme l'Institut de recherche et d'histoire des textes, d'autres nombreuses unités du CNRS, l'École des hautes études en sciences sociales, l'INED, les universités de Paris 1, Paris 8, Paris 10 et Paris 13. Nul doute que cette installation donc, permettra au CTHS d'affirmer toujours davantage à l'avenir et de mettre en valeur plus nettement encore sa contribution fondamentale à la recherche et à l'activité scientifique en sciences humaines et sociales, tout comme à l'animation du réseau des sociétés savantes françaises. C'est en tout cas ce que je lui souhaite, ce que je nous souhaite. Et je vous souhaite, pour finir, à toutes et à tous, de passionnants et fructueux échanges. Donc aujourd'hui, demain, après-demain. Bons échanges. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président du campus Condorcet, Madame la Directrice de l'École des Chartes, Messieurs les présidents et délégués du CTHS, Monsieur l'adjoint à la maire, le premier adjoint à la maire d'Aubervilliers, chers collègues et cher Patrick Braouzek, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour commencer vraiment vous dire le plaisir et l'honneur pour moi d'intervenir en introduction de ce 46e congrès. Un plaisir triple. D'abord celui de voir la Seine-Saint-Denis accueillir pour la première fois ce congrès de grande renommée qui, après Nantes et les travaux sur les collections, s'interrogera cette année sur les périphéries. Plaisir ensuite de vous voir réunis bien évidemment au campus Condorcet, ce nouveau siège de l'excellence des sciences sociales et des humanités, fleuron du deuxième pôle universitaire francilien qui est Pleine Commune, fort de ces 43 000 étudiants qui seront bientôt 60 000 à l'horizon 2028. Enfin, plaisir de pouvoir réfléchir et échanger autant d'esprits brillants, et permettez-moi un salut amical à Emmanuel Bélanger, pendant 4 jours autour d'un thème qui nous est cher à Saint-Denis et à Pleine Commune, autour du maire-président Mathieu Hanotin, le thème des périphéries. Cette notion, cela a été rappelé, autant géographique, sociale, politique, économique que symbolique. Nous l'avons placée, comme vous le savez, au cœur de la candidature que porte la ville de Saint-Denis, Pleine Commune et la Seine-Saint-Denis pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Jean-François Ballaudet l'a dit tout à l'heure, périphérie, périphérie, il faut bien tendre l'oreille pour imaginer les étoiles plein les yeux que nous donnons à cette candidature qui incarne un mouvement de transition vers un nouveau programme de développement culturel territorial. Elle est un moyen de travailler collectivement à s'émanciper des stéréotypes. Périphérie 2028 pour dire que demain, l'art et la culture peuvent être des leviers puissants d'émancipation et de régénération urbaine, des outils efficaces de réduction des inégalités sociales et territoriales, des sources d'inspiration pour réinventer et réenchanter nos territoires dits périphériques. Avec cette candidature, nous voulons affirmer haut et fort que les banlieues populaires peuvent incarner de nouvelles centralités
et sont bien une richesse pour renouveler un pacte républicain à bout de souffle à bien des égards. Forte de sa jeunesse, de sa diversité, de sa situation géographique, de sa longue et prestigieuse histoire, de son tissu économique, de ses infrastructures de transport, de ses étudiants, de son patrimoine et de son vrai centre-ville, Saint-Denis est une banlieue à nulle part autre pareille en Île-de-France. Une périphérie qui a parfois pâti d'un manque de volonté politique et de frein pour pouvoir exprimer, selon nous, tout son potentiel. Surtout, Saint-Denis n'est finalement la banlieue de Paris que depuis l'avènement de l'ère industrielle. Cette vocation de territoire de servitude du centre perdure encore parfois, mais surtout a laissé des traces, dans le tissu urbain comme dans les représentations. Les quartiers populaires périphériques font encore trop souvent l'objet d'une relégation symbolique et paient les conséquences de logiques de ségrégation socio-économique. Comme d'autres collectivités de Seine-Saint-Denis, notre ville est confrontée aux besoins immenses d'une partie de sa population en grande difficulté. La concentration de ces difficultés dans certaines villes, a priori spécialisées, n'est pas sans poser de problème et surtout ne permet plus d'accompagner correctement par nos services publics, par nos écoles publiques, des familles en situation de précarité, voire de grande pauvreté. C'est pour sortir de cette surspécialisation et construire un territoire plus équilibré grâce à son développement exogène que notre équipe municipale à Saint-Denis et également renouvelée à Plaine Commune a été élue en 2020. Et c'est avec ce mandat politique que nous portons la voix, que nous avons exprimé très directement au président de la République dernièrement, de l'urgence d'une nouvelle solidarité métropolitaine et régionale. Les territoires franciliens les plus favorisés ne peuvent continuer à tourner le regard et à ne pas prendre leur part dans la nécessaire reprise de la construction de logements sociaux comme de la question de l'hébergement d'urgence. Ce rééquilibrage, sans exclure aucune des populations déjà installées, nous pouvons l'envisager, car aucun autre territoire en France ne connaît et ne connaîtra dans les 10 prochaines années un tel développement, une telle transformation. Quelques chiffres, entre 9 et 10 milliards d'investissements privés et publics sont programmés à l'horizon 2028 sur l'ensemble du territoire de Plaine Commune. À Saint-Denis, 12 000 nouveaux logements vont voir le jour entre 2020 et 2035. Sur la même période, la population de la ville devrait passer de 115 000 à 140 000 habitants. L'arrivée des gares du Grand Paris Express, les nouveaux projets de ZAC et bien sûr l'accueil d'événements mondiaux comme la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 vont faire de Saint-Denis et de Plaine Commune un relais de cette centralité principale. D'ici la fin de la décennie, Pleyel sera un des plus attractifs éléments de centralité du Grand Paris. Nous sommes désormais associés au développement du centre, à son mouvement, à son intensité. Reste à travailler activement à ce que Saint-Denis et Plaine Commune ne soient plus perçus comme la banlieue 2, mais bien comme des territoires créatifs et attractifs dans lesquels on crée et on innove. Des territoires de destination qui donnent à ceux qui y vivent l'envie de rester et à des populations nouvelles de s'inscrire ici dans la durée, unis dans un même élan de fierté, des lieux de vie et des lieux d'ambition. Nous sommes attentifs à ce que ces transformations ne s'opèrent pas au détriment des populations les plus fragiles, mais bien dans leur intérêt. Notre action est de réguler les logiques spéculatives foncières et immobilières. Elle vise bien à permettre aux classes moyennes et aux plus modestes de continuer à se loger dignement aux portes de Paris. Notre nouvelle approche de développement économique aspire à créer de l'activité en adéquation avec le bassin d'emploi local. Nous ne continuerons pas à anesthésier des pans entiers de villes avec un modèle de monoactivité tertiaire trop éloigné des besoins de nos habitants et difficilement soutenable écologiquement. Nous prenons notre part dans la transition écologique, là encore, considérant que vivre dans une ville résiliente ne peut être le seul privilège des catégories les plus aisées. À ce titre, je ne doute pas que le futur centre-ville de Saint-Denis, entièrement repensé dans le cadre du plan de rénovation urbaine, et je crois que vous aborderez ces questions de rénovation urbaine dans vos 4 jours de travaux, fera bientôt école. Mais soyons clairs, nous ne réussirons pas seuls. Nous attendons de l'ensemble des acteurs publics qu'ils se mobilisent et s'engagent à la hauteur des enjeux que représente ce territoire pour notre pays, en particulier sur les questions de lutte contre l'habitat indigne, des délégations que je porte à Saint-Denis comme à Plaine Commune. Ayons bien à l'esprit que de notre succès dans les périphéries dépend grandement celui de l'idéal républicain. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent congrès sous la présidence scientifique du professeur Pierre Zambry et j'ai beaucoup
en préparant ce congrès, déjà apprécié de lire la programmation des travaux qui ont beaucoup nourri mon premier mandat d'élu local. Je vous remercie. Monsieur le Président Philippe Bourdin, président du CTHS, Madame la directrice Michèle Boubenissech, directrice de l'École nationale des chartes, Monsieur le Président Jean-François Ballaudet, président du campus Condorcet, Madame Cathy Bontinck, chers collègues VP de Pleine Commune, Mesdames, Messieurs, c'est un avantage de représenter ici Madame le maire Karine Franclet. C'est un grand honneur d'être présent cet après-midi à vos côtés au sein du campus Condorcet sur le site d'Aubervilliers. Pour notre ville et plus généralement pour notre territoire, qui est souvent qualifié de périphérique, pour reprendre le terme de la journée d'études, accueillir un tel établissement universitaire et le congrès du prestigieux CTHS est une opportunité considérable. Depuis 2 ans, avec la présidence du campus, avec son cabinet et avec l'ensemble des institutions membres, nous travaillons régulièrement sur de nombreux projets, y compris universitaires. Nous avons besoin de votre travail de recherche et nous estimons qu'il mériterait davantage de considération. Dans la période actuelle, période charnière, à plus d'un titre, les sciences, et notamment les sciences humaines, ont un rôle à jouer, y compris dans nos villes, qui ont des réalités économiques et sociales riches et complexes à l'image de leurs histoires. À ce titre, au nom de l'équipe municipale, je tiens à saluer chaleureusement le président Ballaudet et son directeur de cabinet pour les échanges réguliers afin de créer des synergies locales, notamment avec mes collègues Marie-Françoise Messès en charge de l'enseignement supérieur et Ling Lengzi en charge des nouvelles technologies. Cette coopération prend déjà plusieurs formes. Récemment, nous avons sollicité l'expertise de vos chercheurs dans le cadre de l'évaluation de notre cité éducative qui sera réalisée par un doctorant dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche. Madame le maire, Karine Franclet y tenait particulièrement. Pour le lancement du 146e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, je me réjouis du thème retenu, celui des périphéries. En voilà une notion souvent employée, mais si difficile à appréhender. Elle revêt tantôt une connotation péjorative, tantôt elle reflète plutôt la rencontre entre plusieurs entités. Le terme a aussi une part de mystère, ou certes à qualifier un objet mal défini ou mal identifié. Parfois, la périphérie est un peu tout ça à la fois et certes à mettre en lumière une certaine complexité que les sciences humaines aident à mieux appréhender. C'est l'objet de cette journée d'études. La mise en lumière attendue, mais aussi la prise de conscience effective. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ces propos introductifs fort intéressants et qui montrent que on a peut-être une plutôt bonne idée de choisir ce thème des périphéries. Donc on va
On va poursuivre les remerciements en remerciant aussi les membres du comité scientifique qui ont aidé à sélectionner à la fois les bonnes thématiques et les intervenants. Donc vous pourrez découvrir la grande diversité. Je pense que c'est un sujet, enfin, on part d'un seul mot quelque part, mais les périphéries, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'échelles, on l'a dit, beaucoup d'approches différentes, beaucoup de connotations aussi. Donc l'idée, c'était pas forcément de faire le tour de toutes ces connotations, c'est pas, je dirais, on n'a peut-être pas assez de temps, ni assez d'ailleurs d'orateurs pour faire le tour. On a eu quelques déceptions d'ailleurs, quelques thématiques qu'on aurait bien voulu voir couvertes et qui ne l'ont pas été. Bon, mais c'est comme ça, on y reviendra sûrement sous une autre forme, mais je pense qu'il y a quand même déjà énormément de possibilités de discuter vraiment de choses très importantes et d'aller en profondeur. Alors, je me propose aujourd'hui de focaliser mon propos sur l'agglomération qui nous accueille, et cela servira peut-être un peu aussi d'introduction à la table ronde qui suivra et qui sera animée par Emmanuel Bélanger, et donc qui sera encore plus focalisé sur le territoire qui nous accueille, ce territoire dans lequel le CTHS s'inscrit et compte s'inscrire de façon régulière, puisque j'ai cru comprendre qu'un congrès sur 2 aurait lieu sur ce site. Donc c'est un élément important aussi de manifester pour la première fois cet ancrage et de dire, puisque c'est le premier congrès sur le site d'Aubervilliers, on va pouvoir se permettre quand même de parler de la région parisienne au sens large, un vieux terme, mais c'est toujours bien de le faire revenir de temps en temps, de dire finalement une grande agglomération comme celle-ci, c'est un exemple aussi, c'est un moyen aussi de faire un peu le tour de certaines approches de ces périphéries, de se poser des questions en disant finalement quand on parle de périphérie, on a toujours des connotations. Est-ce qu'elle est intégrée? Mais intégrée à quoi? Déjà une bonne question. Dominée, ça a été souvent aussi dans les différentes approches des périphéries. Dominée donc par quoi? Bon, vraisemblablement par un centre, mais lequel? Comment définir le centre? Donc on ouvre un certain nombre de boîtes, disant dans une boîte il y a plein d'autres boîtes, etc. Et puis ça devient quelque chose d'assez foisonnant, mais il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Puis il y a un autre mot qui apparaît aussi, c'est autonome. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut considérer qu'un territoire acquiert suffisamment d'autonomie pour ne plus être considéré comme étant dépendant d'un autre, peut-être interdépendant. La logique d'interdépendance est importante aussi. Finalement, on discute entre égaux, on raisonne entre égaux, ou on est tellement dépendants l'un de l'autre d'une façon ou d'une autre qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et à partir de là, ça crée d'autres formes de relations, et c'est assez intéressant. Alors ce que je veux proposer de faire de façon pas très longue, parce qu'il ne s'agit pas de vous fatiguer, puis il s'agit de laisser aussi la place à la discussion au sein de la table ronde, c'est dire finalement, on va prendre le cas de cette région parisienne, de cette grande agglomération, et ce que je vous propose, c'est un petit voyage à travers un certain nombre d'illustrations, des cartes, des schémas, des plans, des choses qui ont été produites au fil du temps, avec une vision alors aussi chronologique que possible. J'avais écrit comme ça au départ, puis après en y revoyant, je dis c'est pas si chronologique que ça, du moins au démarrage, mais vous allez comprendre. Aussi parce que voilà, la périphérie, elle se déploie, elle se transforme au fil du temps. Elle peut avoir d'ailleurs une certaine logique au départ, on le verra, sans aller jusqu'au déterminisme. Et puis, dans le cas de l'agglomération parisienne, il va y avoir cette volonté de structurer ces territoires périphériques, de donner une forme, de faire en sorte que la forme évolue et de vraiment matérialiser une empreinte sur ce territoire, voilà, avec l'idée que on ne va pas laisser faire les choses, pas laisser une évolution naturelle, entre guillemets, qui serait forcément mauvaise, et donc essayer de structurer ou restructurer. Et d'ailleurs, on va retrouver assez rapidement les infrastructures, qui sont aussi un moyen, justement, de marquer cette volonté de refondre ce territoire. Voilà. Alors, quand on regarde un peu quelles sont les modalités d'expansion, il y a quand même une tendance naturelle qu'on observe bien sur cette carte, c'est qu'on suit un peu quand même les lignes du relief. Alors, vous allez me dire, on n'est pas en montagne. Et pourtant, quand on regarde cette carte, quelque chose qui saute aux yeux, c'est l'opposition entre les vallées et les plateaux. Et pourtant, la dénivelée, c'est quoi? 50, 60 mètres, 80 mètres si tout va bien. Le point culminant de la région, il fait 210 mètres. Donc c'est vraiment, de vue de loin,
c'est un territoire plat, vaguement moutonnant. Et pourtant, quand vous regardez la façon dont il s'est construit, on dit tiens, il y a une convergence hydrographique. Paris est à peu près au centre de la convergence en question. Les vallées ont été peuplées quand même en premier, parce qu'on y circulait davantage, parce qu'on naviguait, parce que les lignes de chemin de fer qui rechignaient à chercher à faire des efforts, enfin, on ne savait pas faire à l'époque, hein, monter les pentes c'était compliqué, donc on le réservait vraiment au cas où on ne pouvait pas faire autrement. Donc on suivait les fonds de vallée. Donc tout ça a contribué à créer ce que certains géographes ont appelé les doigts de gants. Cette vision qui a été structurée d'ailleurs de façon beaucoup plus formelle pour la ville de Copenhague et sa main, hein, donc est devenu un peu le schéma de l'aménagement en doigts de gants qu'on reprend de temps en temps. Je ne l'ai pas mis là, hein, je me suis focalisé sur Paris. À partir du moment où on va vouloir faire un peu d'aménagement du territoire en Île-de-France, qui ne s'appelait pas encore comme ça, on va dire, bah, tiens, si on veut mettre des villes nouvelles, ces plateaux qui n'ont jamais été occupés, ça va être des opportunités. On le voit bien aujourd'hui encore avec le dernier qui est en cours de colonisation, le plateau de Saclay. On parle bien de plateau. C'est aussi un moyen de profiter d'une opportunité qui a été laissée par cette évolution naturelle le long des vallées. Alors, qui a un autre aspect assez important, c'est que finalement les périphéries partent loin du centre en suivant ces vallées. Vous regardez des villes comme Étampes, Mantes-la-Jolie, Meaux, Melun, etc. C'est des villes qui sont à 50 km de Paris centre. Donc une agglomération qui avait atteint par ses doigts, avait des doigts particulièrement effilés. Voilà, donc on se dit, bon, finalement, aménager, ça veut dire déjà densifier là où on a de la place, et finalement pas si loin du centre. Mais on va se heurter à un obstacle aussi qui est intéressant, c'est les forêts. Toujours aussi regarder quelles sont les potentielles limites quand il y a un phénomène comme ça de développement urbain. Et on a trouvé un excellent en France, puisque les forêts, elles sont domaniales, elles sont quasiment intouchables. Donc on ne peut pas vraiment y pénétrer. D'ailleurs, les quelques tentatives qui avaient eu lieu dans les années 60, notamment dans l'est de la région, ont été vigoureusement contrées et ont donné lieu d'ailleurs au classement de ces derniers massifs qui ne l'étaient pas encore. C'est des forêts privées. Donc elles vont constituer aussi une sorte de guidage, en tout cas parfois d'ailleurs de barrière à l'urbanisation, parfois aussi servir d'opportunité. Je vous ai mis 2 flèches qui vous montrent aussi comment, pour les infrastructures d'intérêt général, on pouvait quand même utiliser les massifs forestiers pour passer. Hein, c'est notamment le cas des traversées autoroutières, avec un excellent exemple qui est la forêt de Marly à l'ouest. Elle est toute en longueur et on l'a bien utilisée pour faire passer la 13. Voilà, donc c'est un peu à géométrie variable, mais on voit aussi qu'il y a un cadre, il y a un support de ces évolutions, et que ce cadre, il faut quand même toujours en tenir lieu, même si, en apparence, tout paraît quand même assez indifférencié. Ça, c'est une première approche. Alors la deuxième approche, c'est la mise à l'échelle. C'est comment, finalement, on va partir d'un noyau, et puis on va aller de plus en plus loin de ce noyau, avec une diversification, évidemment, des fonctions, des modes d'habiter, des activités qu'on peut y trouver. C'est-à-dire, finalement, toute cette grande région urbaine, elle tenait sur un carré de 2,5 km sur 2,5 km il n'y a pas si longtemps que ça, quelques siècles au Moyen-Âge, avec relativement peu d'extensions qui étaient vraiment visibles. Il pouvait y avoir des dépendances, mais pas forcément des extensions. Donc on a parcouru pas mal de chemins. On voit d'ailleurs aussi qu'il y a tout de suite un cantonnement avec des murs, on en reparlera, puisqu'on a eu tendance aussi à vouloir ériger d'une façon ou d'une autre des limites. Je ne vais pas dire des murs systématiquement, mais des limites pour éviter que ça aille trop loin ou au contraire pour protéger ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors quand on regarde un petit peu des documents anciens, ça c'est la carte de Cassini, donc, qui nous projette au XVIIIe siècle. On dit finalement, voilà, c'est la banlieue est, c'est étendu. À gauche, vous avez le château de Vincennes, donc on ne voit pas Paris intramuros. Et puis à droite, c'est l'équivalent, c'est la ville nouvelle, ex-ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et vous avez Disneyland tout à fait au bout. Vous voyez Bussy-Saint-Georges, voilà, on y est presque. Voilà un territoire qui était quasiment vide, mais pas tant que ça. Et on voit notamment la forme géométrique dans les forêts et les bois, ces allées qui aboutissent à des ronds, qui ont des formes très géométriques. Voilà, tout ça était lié aux chasses royales. Donc il y avait quand même quelque part une forme de dépendance, avec des routes royales d'ailleurs qui relient entre elles les différentes forêts pour que les équipages ne perdent pas leur temps.
Et donc on avait commencé déjà à faire un minimum de structuration. Alors, ce n'était pas pour tout le monde. Ça a contribué quand même à faire quelques aménagements routiers un peu avant l'heure, qui permettaient justement de gagner du temps et d'éviter quelques villages qui étaient réputés comme étant déjà encombrés. Ensuite, ce qui va vraiment être le moteur, c'est l'industrialisation. Alors, c'est peu visible, mais vous avez ces fameuses cartes qu'on affichait dans les salles de classe, et là, c'était dans l'entre-deux-guerres, où on disait finalement, qu'est-ce qui fait vraiment la puissance de cette région parisienne, la puissance économique, c'est l'industrie. L'industrie va prendre une place très importante dans toute cette couronne, avec différents types. On voit qu'on arrive à distinguer quand même une bonne douzaine de spécialités industrielles différentes. On avait quand même eu énormément d'emplois industriels, que cette industrie a largement contribué à l'urbanisation en elle-même, puisqu'il fallait loger les personnes qui travaillaient. Et c'est la banlieue dense, telle qu'on qui a servi un peu de support et de substrat à nos développements contemporains, même si aujourd'hui cette industrie n'est qu'un lointain souvenir dans beaucoup de secteurs, même s'il y a encore, je crois, 1 million d'emplois industriels. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus dilué aujourd'hui dans l'agglomération que ça a pu l'être. Aujourd'hui, ce qui est conquérant, c'est la tertiarisation. Là, on le voit bien avec un document qui avait été produit en amont du schéma directeur de 2014, qui montre que les concentrations tertiaires, elles ont tendance aussi à s'échapper à partir de la zone centrale, en faisant apparaître déjà le plateau de Saclay, qui n'était pourtant qu'au tout début de son aménagement, de son aménagement définitif, si on peut dire. Les ex-villes nouvelles qui apparaissent aussi, mais pas toutes. Et on commence à voir aussi une autre sélectivité s'opérer à travers ces emplois dits de haute qualité, conception, recherche, et donc d'un niveau assez élevé. Donc, ça commence à nous amener sur la piste du polycentrisme et sur le fait que finalement la périphérie devient quelque part un élément de centralité. Voilà. Alors cette périphérie, ça sera mon troisième et dernier point, on va essayer de la contrôler. Cette croissance qui va donner lieu donc à différentes formes de périphérie. Bon, on voit déjà que le Paris qu'on imagine comme intramuros a eu déjà pas mal de murs successifs. Donc il a bien fallu céder à un moment donné et faire en sorte que les habitants et les activités puissent trouver leur place. On le voit aussi après quand on en arrive à des considérations plus militaires. Comment défendre une agglomération qui s'échappe finalement, qui part un peu dans tous les sens? On la corse-temps là aussi, avec des fortifications, avec des forts. On est d'ailleurs assez surpris de l'usage qu'on peut faire aujourd'hui de ces forts qui sont encore tous, ou presque, présents sur le territoire et qui n'ont quasiment plus de vocation militaire. Parfois, ce sont des lieux de biodiversité. On peut loger des gens, des lieux où il peut y avoir des activités différentes. Mais tout ça montre aussi à la fois l'état d'une urbanisation et puis l'idée que c'était assez compliqué. C'est plus la ville avec un seul mur facile à défendre. C'est un ensemble, une sorte de continuum qu'il est important de maîtriser d'une façon ou d'une autre, en tout cas de couvrir si jamais un ennemi se présentait, avec des feux croisés et tout ce que vous voudrez. Et les barrières, on va finir par les franchir, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des questions de prix foncier, immobilier, rien de nouveau sous le soleil. Tu as toujours l'idée qu'en s'éloignant, on va trouver à se loger pour moins cher. Et à partir de là, on commence à avoir des structures comme celle des lotissements que vous voyez ici, qui vont largement être basées sur l'autoconstruction. Au départ, le lotisseur ne fait que lotir. Après, aux autres de construire, aux propriétaires de construire. Et on voit quand même que ça reste attaché aux voies ferrées, au réseau ferroviaire, parce qu'il faut quand même utiliser un moyen de transport pour aller se déplacer. L'automobile est assez peu présente. Mais l'automobile va vite apparaître dans les considérations. Là, on la voit déjà dans le plan Prost, qui est produit en 1934, avec les premiers bouts d'autoroute qui commencent à apparaître autour de Paris, mais dans une échelle qui reste quand même assez restreinte. En gros, on reste dans les 20-30 premiers kilomètres. Mais ça commence déjà à évoluer. Après, des schémas qui sont quand même toujours un peu monocentriques, c'est-à-dire qui voient un centre qu'il faut desservir, une logique de desserte.
On le voit avec le Padog, un plan qui a été mort-né d'une certaine façon, puisque dès 1965, il sera évacué. Il en demeure la défense quand même, qui a été la réalisation la plus marquante. Mais on avait aussi l'idée de faire une gare centrale au Châtelet, allez voir pourquoi, et améliorer du coup les temps de parcours vers l'ensemble des périphéries avec ce système d'isochrone. C'est les 30 minutes au départ de Châtelet. Donc le blanc, c'est la situation d'origine. Le gris, c'est ce qu'on voulait atteindre. Donc l'idée quand même que tout le monde, une sorte de grande pulsation où on allait travailler au centre et résider en périphérie. Voilà, fameux métro boulot dodo. Et puis après, ça devient plus compliqué. Et c'est là qu'on commence à voir le polycentrisme. Le polycentrisme, il n'est pas si récent que ça. Enfin, si, à l'échelle, ça dépend à quelle échelle on se positionne. Mais en tout cas, dès le début des années 1960, le polycentrisme entre dans la politique publique, disant Paris ne va pas suffire, il va falloir d'autres pôles. Alors au départ, c'est pour suppléer, relayer, tout ce que vous voudrez. Mais, et puis, on voit apparaître des structures intéressantes. Là, vous avez la structure donc, qui apparaît dans le schéma directeur 1965, qui quelque part quand même est encore présent parce qu'il a eu quand même pas mal d'effets, avec une structure qu'on a baptisée en tranche napolitaine. Hein. Une tranche nord, une tranche centrale qui existait déjà, et une tranche sud qui était à construire, avec des villes nouvelles à chaque fois, et un réseau qui était censé les relier entre elles. Le réseau, vous l'avez à gauche, on ne l'a quasiment pas fait. On ne l'a quasiment pas réalisé, tout simplement parce qu'on a mis trop de temps, que la RATP n'arrivait pas à se dépêtrer de ces problèmes de gestion de projet à l'époque. Hein. Et donc, comme elle avait fait 8 km en 8 ans et qu'il fallait en construire 250 km, on s'est dit qu'il fallait changer son fusil d'épaule. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas tout à fait cette structure-là, mais on voit déjà ce polycentrisme, et on le voit de plus en plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le voir s'éloigner. C'est-à-dire, dans une version ultérieure de ce schéma qui est à peine retouché, on voit les centres, les pôles d'envergure s'éloigner de plus en plus, c'est normal, hein. Et en même temps, le réseau devenir bizarre. Vous avez des flèches partout. On dit, oh là là, il faut relier, il faut des rocades dans tous les sens, des tangentiels. Commencer à avoir ce concept de tangentiel. Et cette idée que finalement, à la limite, on pouvait très bien vivre sans passer par le centre, et sans même avoir besoin d'aller au centre. Et c'est la structure qui va servir après de base pour le métro du Grand Paris. Hein. Bon, même si on ne va pas tout réaliser, mais on commence à avoir un premier anneau autour de Paris qui avait été jugé indispensable. Et ensuite, d'autres éléments se mettre en place. Donc on ne l'a pas repris tel quel, mais on voit déjà les pièces du puzzle. Après, le puzzle se construit. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le changement d'échelle à chaque fois. Chaque fois qu'on fait un document, on change d'échelle, et on n'est même plus à la bonne échelle, parce que depuis 1994, on le fait à l'échelle de la région, mais l'urbanisation, elle est passée au-delà déjà des limites. Donc maintenant, c'est plutôt de l'interrégional qu'il faudrait faire, mais ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, et je terminerai évidemment par le schéma le plus récent, le métro du Grand Paris, en disant finalement, on ne voit plus Paris dans tout ça. Il est vaguement traversé par une ligne existante, mais c'est le premier projet finalement où il n'y a quasiment pas d'éléments intramuros. On considère que l'intramuros est un élément suffisamment équipé, suffisamment, je dirais, enfin, qui n'est qu'un élément dans un ensemble. Et cet ensemble-là, difficile de dire, il y a un centre et des périphéries. C'est un ensemble interdépendant, composé de pièces très différentes, mais qui sont censées être complémentaires. Ça a parfois fait jaser, hein, quand on a commencé à voir sortir les premiers schémas du métro. Certains disaient, ils relient entre eux que des pôles d'emploi, aucun intérêt. Bon, maintenant, je pense que tout le monde a un peu acquis l'idée que ce n'était pas fait que pour ça, et que ce n'était pas que pour les cadres. Bon, c'est aussi ce qu'on avait entendu. Voilà, sur ces quelques considérations forcément, je dirais, rapides et caricaturales, mais c'était un peu le but du jeu pour lancer la discussion. Je vais céder la place à la table ronde en vous remerciant pour votre attention.